Merci beaucoup, professeur Salah. En tout cas, remercier très sincèrement le professeur Andia d'avoir organisé cette matinée. Cette matinée qui verra la naissance de la Société nigérienne de gériatrie et de gérontologie, qui est une émanation de la Société nigérienne de médecine interne. Ça, c'est entre lui et moi. Je disais déjà qu'on se fait avaler par les gériatres. Là. Il y a plus de gériatres que d'internistes maintenant à l'hôpital général de référence. Hein. Parce qu'on vient d'accueillir 2 nouvelles gériatres. D'accord? Le docteur Zara, qui est à ma gauche. Elle est où? Ah, et le docteur Yana, qui se cache là-bas, là, entre la cardio et l'ORL. En tout cas, je crois que c'est une très bonne initiative. Alors aujourd'hui, on va faire un petit voyage. Un voyage dans la fièvre aiguë chez l'adulte. La fièvre aiguë, c'est une situation particulière que l'on rencontre très souvent dans notre situation, dans notre pratique quotidienne ici au Niger. Et donc c'est important qu'on puisse essayer d'avoir la même vision de ce que c'est cette fièvre aiguë et qu'au sortir, en fait, qu'on sorte avec des algorithmes. Il y a professeur Andia qui va vous présenter un algorithme suite donc à cette présentation. Comme je l'ai dit tout à l'heure à la fin du stage, il faut qu'on reste logique. Et pour être logique, en fait, il faut avoir une démarche. D'accord? Et c'est cette démarche dont on va parler aujourd'hui. Je l'ai dit à plusieurs reprises, il ne faut plus qu'on soit une médecine de diagnostic. Je pense que le diagnostic maintenant, là, partout où on part dans l'hôpital, il doit être évident, porté et qu'on passe à une autre étape, c'est l'évaluation des patients, d'accord, et la mise en pratique donc de protocoles thérapeutiques et tout ça. En tout cas, là, on va juste parler donc de la fièvre aiguë, d'accord, avec comme objectif pouvoir définir donc la fièvre aiguë, décrire aussi les conditions de prise de la température, donner des signes de gravité, notamment 3 d'une fièvre aiguë qui doivent attirer notre attention, 4 étiologies infectieuses et 2 étiologies non infectieuses. Donc vous voyez que fièvre n'est pas égale à infection, hyperleucocytose n'est pas égale à infection. D'accord? Ça vraiment, ce sont des choses que nous rencontrons. Donc le plan de la présentation, après les généralités, nous verrons le diagnostic positif, le diagnostic de gravité, le diagnostic différentiel, étiologique avant de conclure. Alors, pour définir, la fièvre, c'est une élévation de la température corporelle dépassant 38 degrés le matin et 38 degrés 3 le soir depuis moins de 5 jours chez un sujet de 18 ans ou plus. Donc, élévation de la température. La durée très importante pour dire que c'est une fièvre aiguë, il faut qu'elle ait moins de 5 jours. Et chez un sujet de 18 ans et plus, parce que nous parlons des adultes aujourd'hui, nous n'allons pas aborder le cas des fièvres chez les enfants. Je ne me le permettrai même pas. Alors, l'intérêt, la fièvre aiguë, elle est observée chez les PVIH au Bénin, elle a été observée dans 41,7% des patients vivant avec le VIH au Bénin. Ce sont des travaux de notre maître, le professeur Ombé, paix à son âme, qui est aujourd'hui décédé. Le diagnostic positif est clinique et il est souvent aisé. D'accord? Mais moins aisé qu'on le dit maintenant parce que on va le voir dans la démarche. Souvent, en fait, le malade vous dit qu'il vient avec la fièvre et vous ne prenez pas la température, vous dites que c'est la fièvre. Non, c'est la sensation fébrile. D'accord? Et quand vous poussez votre interrogatoire chez ces patients-là, vous leur demandez est-ce que la fièvre sort dehors, et va vous dire que ça ne sort pas dehors. Donc, ce n'est pas une fièvre pour nous au sens stricto sensu de la fièvre. Et donc, ce n'est pas pour ces patients qu'on va faire cette démarche diagnostique. On va faire cette démarche diagnostique chez des gens chez qui on a prouvé que la température est supérieure à 38 degrés. Alors, la recherche étiologique est parfois difficile du fait de la multiplicité des étiologies et du manque fréquent de moyens financiers chez les patients. Parce que vous allez commencer le bilan, il va vous dire qu'il n'a plus d'argent, vous êtes obligé d'arrêter.
ou bien de commencer à réfléchir comment régler le problème. Et le pronostic vital peut être engagé selon l'étiologie et souvent aussi lié à un retard de prise en charge. Alors, nous allons faire quelques petits rappels pour essayer de mieux comprendre la suite de la leçon. La température normale, d'accord, est de 36 degrés 7 Celsius, d'accord, avec des extrêmes entre 35,3 et 37,7 degrés. En fait, ça a été fait dans plusieurs études, notamment les deux principales de Obermeier et de Spiker, d'accord, en 2017 ou en 2021. Obermeier, il a fait cette étude chez près de 40 000 patients, tout venant, qui venaient à la consultation, d'accord. Et Spiker, il a fait chez 21 000 patients, d'accord, qui venaient à la consultation pour un motif autre que la fièvre. Et ils ont tous à peu près trouvé les mêmes résultats. C'était entre 35,3 degrés et 37,7 degrés Celsius. Vous voyez qu'il n'y a pas un seul chiffre, il y a des intervalles. Pourquoi? Parce qu'il y a des variations de la température. La température est beaucoup plus basse chez les consultants en gériatrie. Donc, chez la personne âgée, ils ont en général une température qui est beaucoup plus basse que chez les sujets jeunes. Elle est plus élevée chez la femme, d'accord, ou bien au cours de la grossesse et au cours des efforts. On verra que chez la femme aussi, la température varie selon le moment du cycle, d'accord, cycle menstruel. Il faut savoir aussi que la température est variable en fonction des pathologies, d'accord. En cas d'hypothyroïdie, la température baisse. En cas de cancer, ça peut monter. Et là, on est en train d'aborder déjà les étiologies. Au-delà de ça, il y a des variations nictémérales de la température, c'est-à-dire dans la journée, la température n'est pas identique. Et il faut savoir que qu'est-ce qui régule la température? C'est l'hypothalamus. Il y a au niveau de l'hypothalamus un centre de thermorégulation, d'accord, qui permet de contrôler la température. Nous allons voir que cette température peut varier parce qu'il y a des phénomènes de thermogénèse et des phénomènes de thermolyse dans l'organisme. Alors, il faut savoir que la température dans la matinée est plus basse que le soir, d'environ 0,5 degrés. Pour preuve, c'est que dans l'étude de Obermeier, justement, la température buccale par voie orale était de 37 degrés le matin. Enfin, quand elle est supérieure à 37 degrés le matin, c'est ce qui définit la fièvre pour lui. Et quand c'est supérieur à 37 degrés l'après-midi, c'est la fièvre. Donc, vous voyez que sa définition de la fièvre à lui varie en fonction du moment de la journée. Et il faut savoir que ce rythme circadien de la température est sous la dépendance de certains gènes. Et ces gènes, donc, régulent les variations de température dans la journée. Alors, les méthodes de mesure, il y en a plusieurs de la température, d'accord? Il y a des mesures périphériques de la température qui peuvent se faire, donc tympanique, au niveau de l'artère temporale, axillaire, d'accord, orale, et il y a des mesures centrales, elles sont beaucoup plus invasives. Il y a la température rectale, qui est en général plus élevée de 0,6 degrés par rapport à la périphérie, d'accord? Il y a le cathéter, la prise à température par le cathétérisme des artères pulmonaires, par cathétérisme vésical ou la température œsophagienne. Donc ça, ce sont des méthodes, c'est juste pour mémoire que je vous les cite. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que la température corporelle était déterminée donc au niveau de l'hypothalamus antérieur. Il y a un thermostat qui y siège. Et ce thermostat permet de réguler la température entre les processus de thermogénèse qui produisent la chaleur et de thermolyse qui diminuent la chaleur. La production de chaleur, donc la thermogénèse, elle se fait par deux mécanismes essentiellement. Par le métabolisme des protides, des lipides et des glucides et par l'activité musculaire. Vous savez tous que quand vous faites une activité musculaire intense, vous sentez la chaleur qui monte.
Et c'est la même chose pour le métabolisme. C'est connu. Pour certains, s'il faut attention, après un repas, ils voient automatiquement la température qui commence à monter. La thermolyse, c'est-à-dire la déperdition de chaleur, elle se fait par radiation, d'accord, par évaporation et par convection. D'accord? Mais le mécanisme le plus important, c'est l'évaporation. Et c'est celle qui permet de générer donc la transpiration. C'est la transpiration en fait qui permet de faire baisser la température lorsque elle s'évapore. Et c'est pour ça que quand vous êtes dans une atmosphère qui est très humide, on supporte moins bien la chaleur que dans une atmosphère sèche. Parce que l'évaporation se fait moins bien quand vous êtes en atmosphère humide. Alors, du point de vue pathogène, la physiopathologie plutôt, l'hyperthermie, d'accord, c'est une réponse à un dérèglement donc du fameux thermostat hypothalamique. Et ce dérèglement se fait sous l'effet de pyrogènes. Vous avez deux types de pyrogènes. Vous avez les pyrogènes endogènes et les pyrogènes qui sont exogènes. Alors, les endogènes, il s'agit essentiellement donc des cytokines, d'accord, qui sont de petites protéines, d'accord, régulant les processus immunitaires, inflammatoires et hématopoïétiques. Il s'agit essentiellement de l'interleukine 1, l'interleukine 2, l'interleukine 6, le TNF-alpha et l'interféron gamma. Donc, c'est eux qui, lorsqu'ils sont synthétisés en grande quantité, peuvent entraîner une augmentation de la température. Et accessoirement, vous avez certains facteurs hématopoïétiques comme le granulocyte colony stimulating factor, le GCSF, qui peut faire aussi augmenter la température. Et ça explique souvent la fièvre dans certains processus hématologiques. En dehors des pyrogènes endogènes, vous avez ce qu'on appelle des pyrogènes exogènes, qui sont liés donc aux micro-organismes et leurs produits. Alors, un des plus fréquents, c'est les lipopolysaccharides que l'on retrouve dans la paroi des bacilles à gram négatif. Et ces lipopolysaccharides se fixent sur les toll-like récepteurs, donc les ligands des toll-like récepteurs, et c'est ce qui entraîne donc la production de fièvre. Il existe d'autres substances qui sont sécrétées par les bactéries qui peuvent entraîner donc la fièvre. Ce sont les toxines. L'exemple, c'est la toxine donc du syndrome du choc septique lié donc à certains staphylocoques aureus. D'accord. Ça a été décrit la première fois aux États-Unis chez des jeunes femmes en menstruation. En fait, les serviettes hygiéniques qu'elles utilisaient ont été infectées par ce staphylocoque qui synthétise cette toxine-là. Et ça a donné donc des chocs septiques très graves avant qu'on ne puisse découvrir donc l'origine. Et vous avez aussi sur les parois bactériennes, bon, en fait les toxines se voient beaucoup plus sur les bacilles à gram positif, d'accord. Et les super antigènes se voient en général chez certaines bactéries. Elles interagissent avec le complexe majeur d'histocompatibilité pour être responsable donc de la chaleur, de la fièvre. Alors, comment ça se passe? Je pense qu'on va aller là plus tôt. Ces pyrogènes endogènes et exogènes, d'accord, souvent entraînent une activation des macrophages et des monocytes, d'accord. Et ces macrophages monocytes fabriquent, donc synthétisent l'interleukine 1, l'interleukine 6, l'interféron gamma et le TNF-alpha. Et eux, ils agissent au niveau de l'hypothalamus qui sécrète une prostaglandine E2 et c'est cette prostaglandine E2 qui fait monter le thermostat, fait passer la température de 37 à une température supérieure. Ça, c'est responsable d'une production de chaleur, d'accord? Et cette production de chaleur, l'organisme essaie de réagir à cette production de chaleur
Et donc ça donne la fièvre et l'organisme essaie de réagir en entraînant un frisson et en entraînant donc une hypersudation. Donc je reviendrai donc un peu en arrière ici. Donc c'est l'explication en fait de cette image. Je voulais juste vous parler du dernier point en bas pour vous dire qu'une hyperthermie modérée, lorsqu'elle est bien tolérée, elle est donc utile à l'organisme et doit être respectée. Donc, les antipyrétiques. Honnêtement, j'ai fait des stages à l'extérieur des services de maladies infectieuses où on n'a jamais utilisé du paracétamol pour les patients. Je pense que dans notre contexte, honnêtement, il faut nuancer les choses. Il fait quand même plus chaud chez nous. La fièvre est souvent moins bien supportée dans notre contexte. D'accord? Mais honnêtement, on utilise énormément de paracétamol ou d'antipyrétiques. Ça, ce n'est pas très bon parce qu'on ne sait pas si on est efficace ou pas sur la maladie. D'accord? Donc vraiment, c'est un appel. C'est pour ça que j'ai mis ça en rouge, que réduire la consommation donc, des antipyrétiques. Les patients à l'hôpital, on peut le surveiller donc tant qu'ils supportent et puis utiliser les moyens physiques pour essayer de régler le problème. Alors, maintenant que nous avons vu ces rappels, compris d'où vient cette fièvre, nous allons voir comment est-ce qu'on pose le diagnostic de cette fièvre dans le diagnostic positif, en commençant par les circonstances de découverte. D'accord? Ça peut être une plainte du patient. Qui avait vu pour une consultation, il vient se plaindre à vous en disant qu'il a le corps chaud. Encore une fois, je répète que quand le patient vous dit qu'il a le corps chaud, poussez l'interrogatoire pour savoir si cette chaleur, elle sort dehors ou pas. Quand on vous touche, est-ce que vous avez le corps chaud? Il y a souvent des espèces de petits malaises où le patient dit qu'il a la fièvre et il vous dit lui-même que quand on me touche, mon corps est froid. Donc, en général, ça, ce n'est pas de la fièvre. Et donc, ça ne rentre pas dans cette démarche diagnostique ici. Il faut rechercher autre chose, orienter les examens sur autre chose, plutôt que passer son temps à lui faire des hémocultures ou d'autres examens infectieux. Ça peut être aussi, on peut découvrir de la fièvre devant des signes de gravité, d'accord, chez un patient, une anémie sévère, des manifestations cutanées, un purpura. La fièvre peut se voir en cours d'hospitalisation chez un patient qui était apyrétique à l'entrée. Donc, lors de la surveillance, vous voyez la fièvre qui apparaît. Et il faut faire très attention, ça peut être le signal d'une infection nosocomiale. D'accord? Et ça peut être des découvertes fortuites chez un patient qui vient en consultation pour, par exemple, une hypertension artérielle. Systématiquement, vous lui prenez la température et vous voyez qu'il a la fièvre. Ça me permet aussi de faire un petit arrêt ici sur des habitudes qui se perdent. Honnêtement, ça, je ne sais pas comment on va pouvoir le ramener. Au moment où j'étais interne, quand on venait à la consultation, avant que le médecin arrive, l'infirmier a pris la tension et la température sur tous les patients qui attendaient. Systématiquement. Et donc, nous, on ne contrôlait que quand c'était anormal. Et à l'époque, je me rappelle, c'était en médecine B, il y avait une seule infirmière, tous les lits étaient pleins, il y en avait plus que maintenant, parce que quand on a mis les box, on a diminué les lits. Il y avait des malades dans le couloir, et l'infirmier avait encore le temps de pouvoir faire tout ça. Bon, il faut qu'on se pose des questions sur ce qu'on est en train de faire maintenant. Après l'interrogatoire, vous examinez votre patient. Il faut savoir que le diagnostic positif donc de cette fièvre-là est posé par l'examen et il est basé sur la prise de la température. Alors, comment est-ce qu'on prend la température? Avec un thermomètre. D'accord? Il y en a plusieurs types. Il y a le thermomètre à mercure qu'on utilise le plus
actuellement, mais qui a tendance à être abandonné à cause du mercure. Il y a des thermomètres électroniques, il y a des thermomètres tympaniques, d'accord? Et il y a le thermomètre frontal que l'on prend justement au niveau de l'artère temporale, qui ressemble à un pistolet. Et vous avez l'électronique, le prototype, c'est les scanners thermiques que l'on place dans les endroits qui sont fréquentés par beaucoup de gens et qui émettent donc un signal quand la température est élevée chez un des passants. Alors, les sites de prise de la température, d'accord? La température que l'on considère comme étant la température centrale, c'est la température rectale, d'accord? Je pense que c'est surtout essentiellement chez les enfants qu'on l'apprend au niveau des rectums, pas chez l'adulte, d'accord? Sinon, on peut le prendre en axillaire, en buccal, en tympanique. Et la prise axillaire ou buccale, quand vous la prenez, il faut rajouter 0,5 degrés pour avoir la température centrale. Et la prise de la température tympanique, il y a le professeur Salah qui est là, elle est très rapide, mais elle peut être erronée en cas d'obstruction, donc de l'oreille, du conduit auditif externe, par un bouchon de cérumen par exemple. D'accord? Là, ça peut vous donner une fausse température. Alors, la durée des prises aussi, elle est réglementée. Rectale, il faut 2 minutes. Axillaire, il faut 5 minutes. Et pour la buccale, il faut 3 minutes. Alors, à quel moment est-ce qu'il faut prendre la température? Chez les patients alités, c'est matin et soir. Si possible, toujours à la même heure. D'accord? Chez les patients non alités, le matin au lit et le soir après 30 minutes de repos absolu. D'accord? Parce que je vous ai dit que l'effort doit faire monter la température. Donc, il faut vraiment que le patient soit au repos pour pouvoir prendre la température. Et là, j'ai rajouté un petit point sur feuille de température. On en a discuté en médecine interne la dernière fois, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui a tendance à disparaître. Or, c'est très, très important, cette feuille de température. En fait, ce qu'on fait maintenant, c'est on fait des lignes avec l'heure et puis la température. Donc, quand ça monte là, tu sais même pas. Honnêtement, bon, peut-être c'est l'ancienne médecine, mais je suis beaucoup plus habitué à la feuille de température où on voit la température monter ou descendre que des chiffres. D'accord? Alors, ça permet, cette feuille de température, de voir quand la fièvre est continue ou en plateau. Alors, qu'est-ce que c'est une fièvre continue ou en plateau? C'est une fièvre qui est permanente, d'accord? Où à aucun moment la température ne baisse, donc il n'y a pas d'apyrexie. C'est une température qui est stable à un haut niveau et les variations de température ne dépassent pas 1 degré. Donc, quand il est autour de 39, il peut être 39,5, 38,5, mais ça ne dépasse pas et il est en permanence à toutes les prises, il se situe dans cette fourchette-là, ce qu'on appelle la fièvre continue ou en plateau. Maintenant, la fièvre oscillante, ce sont des fièvres avec des variations très importantes dans la journée. Elle est souvent subnormale le matin, élevée et accompagnée de sueur profuse le soir. Vous avez la fièvre intermittente, ça vous donne des pics d'intensité variables avec température normale entre les accès. Et une chute thermique toujours à un moment fixe de la journée. Il y a des exemples que je vais vous montrer tout à l'heure. Et il faut faire attention entre la fièvre intermittente et la fièvre rémittente. La différence entre la fièvre intermittente et la fièvre rémittente, c'est que la fièvre rémittente, à aucun moment la température est normale dans la journée. D'accord? Donc, ce sont des températures qui sont élevées. D'accord? Pour l'intermittente, elle arrive, on peut avoir une température normale, mais pour la rémittente, la fièvre peut chuter, mais elle est toujours supérieure à 37, à 38 degrés. D'accord? Ensuite, il y a les fièvres désarticulées, ce sont des fièvres irrégulières avec des pics à 40 et des apyrexies. Et finalement, on a les fièvres ondulantes ou récurrentes où vous avez la fièvre qui peut persister pendant plusieurs jours, qui augmente progressivement, qui reste un peu en plateau et qui diminue progressivement sur plusieurs jours. Les voilà schématisés ici, d'accord? Donc là, vous voyez qu'une feuille de température, ça peut être très beau, d'accord?
Ça, c'est la fièvre. Voici, bon, je n'ai pas fait le trait rouge. Le trait rouge, ça, c'est la température normale. Et ici, vous voyez qu'elle est élevée, pratiquement tout le temps très élevée, avec de petites variations, mais ces variations ne sont pas très importantes. Là, vous avez donc les fièvres oscillantes, d'accord, où vous avez une fièvre très élevée avec retour à la normale, la température à plusieurs reprises dans la journée. La fièvre intermittente, d'accord, où vous avez des pics fébriles, retour à la normale, des jours d'apyrexie et reprise de la fièvre. Ça, c'est ce qu'on voit dans l'accès de révision schizogonique du palud. Vous avez donc les fièvres hectiques qui sont des fièvres complètement désarticulées. Et là, c'est la fièvre, le prototype de la fièvre ondulante. Une fois que vous avez porté le diagnostic de la fièvre, il faut rechercher rapidement les éléments de gravité pour pouvoir asseoir une prise en charge urgente si c'est nécessaire. Et donc, très rapidement, il faut rechercher ces diagnostics de gravité dépendent souvent de l'étiologie, d'accord, mais aussi des signes associés et du terrain. Alors, les signes associés, d'accord, c'est le sepsis sévère ou choc septique, donc la baisse, c'est-à-dire la baisse de la température, donc une instabilité hémodynamique, d'accord. On peut avoir le purpura, notamment dans les méningococémies, les infections, les septicémies à méningocoque, les troubles neurologiques, d'accord, coma, convulsions, une anémie sévère, et j'ai oublié ici, il faut que je rajoute la dyspnée, d'accord. Alors, le terrain à risque, il y a l'immunodépression congénitale, ça rentre dans le cadre de la pédiatrie. Il faut faire très attention chez les patients neutropéniques, donc qui ont moins de 500 mm3 de polynucléaire neutrophile. On le voit beaucoup plus en hématologie chez les patients qui ont des leucémies. Chez les patients splénectomisés, parce que vous savez que quand on a une splénectomie, on perd la possibilité d'opsoniser certains germes, notamment qui sont encapsulés, tels que le pneumocoque, l'hémophilus. Il faut voir toutes les autres immunodépressions acquises, notamment donc l'infection par le VIH. Il faut faire très attention aussi chez la femme enceinte, d'accord? C'est un terrain à risque. Vous savez qu'il y a une espèce d'immunodépression pour qu'il puisse y avoir une tolérance donc immunologique de la grossesse. Et il faut faire attention aussi aux porteurs de matériel étranger. Là, on n'a pas nos amis traumatos qui sont là. C'est essentiellement chez eux, mais ça peut se voir aussi en cardio de plus en plus maintenant avec les valves, les stents et tout ça. Et aussi en oncologie, de plus en plus chez les patients qui ont des chambres implantables. Pour pouvoir faire la chimiothérapie, le produit il est très corrosif quand on le passe par voie veineuse, intraveineuse. Donc on met en fait une espèce de réservoir, en général sur la suce clavière, et on injecte le produit de chimio dans ce réservoir et il diffuse progressivement dans le sang. Donc il faut faire attention à ces porteurs de matériel étranger. Alors, très rapidement, parler, peut-être qu'on va en faire un autre sur le syndrome de réponse inflammatoire et les sepsis. C'est quelque chose de très particulier, donc il faut vraiment, c'est ça un peu notre hantise, il faut rechercher le sepsis sévère très rapidement parce que ça doit amener une action urgence. Donc, qu'est-ce que c'est le sepsis sévère? C'est un sepsis, c'est-à-dire une infection déterminée, c'est-à-dire vous avez de la fièvre ou une tachycardie ou une dyspnée ou plus ou moins une hyperleucocytose ou au contraire une leucopénie associée à un dysfonctionnement d'organes. D'accord? Ça peut être une insuffisance circulatoire, donc une hypotension, avec une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure, ou la réduction de 40 mm de mercure sur les chiffres habituels. Donc, par exemple, chez les hypertendus, quand ils font une hypotension, si sa tension est toujours très élevée, il ne faut pas attendre qu'il arrive à 90 pour parler d'hypotension. Donc, il y a 40 mm par rapport à ces chiffres habituels, il faut faire très attention déjà. D'accord? Rechercher l'acidose lactique, malheureusement, dans notre contexte, ça ne se recherche pas. Donc, l'oligurie,
D'accord? Il faut rechercher s'il n'y a pas de trouble de la conscience, d'accord, ou des troubles de la vigilance avec une encéphalopathie aiguë, d'accord. Rechercher s'il n'y a pas une cyanose, c'est-à-dire un problème d'hypoxémie qui est inexpliqué, ou bien un saignement inexpliqué lié à une coagulopathie. Alors, le choc septique, c'est encore plus grave que le sepsis sévère. Donc, c'est la période un peu au-dessus qui se manifeste. Donc, c'est un sepsis sévère avec une hypotension persistante malgré donc un remplissage vasculaire adéquat et qui nécessite donc des drogues inotropes ou vasopressives. Ça, si vous voulez, on peut en faire un topo à part. Alors, une fois que vous êtes dans cette situation, très rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut hospitaliser et prendre en charge selon chaque cas. D'accord? Prendre un apport veineux. Les réa vont vous dire même 2 apports veineux. D'accord? Transfuser s'il y a une anémie sévère et transférer en unité de soins intensifs dès qu'il y a un coma ou bien quand vous suspectez le choc septique, vous ne le gardez pas en section. Vous le transférez en unité de soins intensifs avant peut-être même de le transférer en réanimation. Alors, la fièvre peut prêter à confusion avec plusieurs autres pathologies, la fièvre aiguë surtout. La première, c'est les fièvres qui ne sont pas aiguës. Vous avez les fièvres intermédiaires dont la durée est entre 5 et 21 jours. D'accord? On ne les classe plus dans la fièvre aiguë, c'est pour ça que je l'ai mis en diagnostic différentiel. La fièvre prolongée, lorsque elle dépasse 21 jours, là, on parle de fièvre prolongée. Mais un des diagnostics qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la thermopathomimie, d'accord, que certains appellent aussi syndrome de Munchausen. En fait, ces personnes, la prise de température est falsifiée, d'accord, pour des bénéfices plus ou moins secondaires. Alors souvent, ça se voit dans l'entourage de quelqu'un qui est de la santé, d'accord, qui, pour des raisons qu'on ne comprend pas toujours, veut que son parent soit considéré comme étant fébrile. Et donc, comment on fait la différence? C'est le soignant lui-même qui prend la température. Quand il prend la température, elle est normale. En fait, c'est une fausse déclaration par la thermopathomimie, d'accord? Ou bien, si le patient peut émettre les urines, c'est de prendre la température dans les urines. S'il a la fièvre, normalement, la température aussi des urines va augmenter. Alors, une fois le diagnostic de la fièvre posé, diagnostic positif, les causes d'erreur écartées, il est important donc de faire donc cette démarche étiologique en commençant par un interrogatoire. Honnêtement, l'interrogatoire doit être très minutieux et doit rechercher plusieurs choses. Vous savez, là, de plus en plus, on fait de la télémédecine et de la médecine assez rapide. On ne s'arrête plus pour analyser les signes. On le dit souvent quand on voit les observations. C'est très important de caractériser les signes qu'on a. Et c'est très intéressant, en les caractérisant déjà, on est en train de faire une démarche diagnostique pour essayer de voir quelles sont les étiologies probables et on pose des questions sur les signes associés pour aller dans ce sens-là. Alors, il est très important de savoir comment la fièvre s'est installée. D'accord? Est-ce que c'est une installation brutale ou progressive? En général, dans les maladies infectieuses chez les pyogènes, c'est brutal. D'accord? Le contexte de survenue de cette fièvre, d'accord? La temporalité, est-ce que c'est une fièvre qui se voit dans l'après-midi? Est-ce que c'est dans la nuit? D'accord? Est-ce que c'est dans la matinée? Et tout ça, ça vous donne déjà une idée sur la cause possible de cette fièvre. Est-ce que cette fièvre, elle est permanente, continue ou bien elle est intermittente? Donc, il est important d'avoir toutes ces notions. Il faut rechercher les signes qui sont associés, notamment les signes généraux. Est-ce qu'il y a une anorexie? Est-ce qu'il y a un amaigrissement?
les signes fonctionnels, est-ce qu'il y a des frissons? Est-ce qu'il y a des sueurs? Est-ce qu'il y a des douleurs? Céphalée, courbature, myalgie, arthralgie. Est-ce qu'il y a une insomnie? Est-ce qu'il y a une diarrhée? Toujours à l'interrogatoire, il est important de rechercher les antécédents, surtout les terrains qui sont un peu débilitants pour le patient. Diabète, infection à VIH, tabagisme, cancer. Et une chose qu'on oublie très souvent, c'est la liste des médicaments. D'accord? Et il faut surtout rechercher les médicaments qui peuvent être responsables d'une dépression. Et il est important de connaître l'état vaccinal du patient. Autre chose sur laquelle on passe le plus souvent très vite, c'est la profession et le mode de vie. D'accord? Est-ce qu'il y a un contact avec les oiseaux? D'accord? Dans ce cas, il y a certaines maladies comme la psittacose. D'accord? J'ai vu un patient, on n'a pas pu poser le diagnostic, mais on l'a traité comme un patient âgé qui vit avec des pigeons dans sa chambre. Sa chambre à coucher. Il y a un pigeonnier dans sa chambre à coucher, ici à Niamey. Bon, père à son âme, aujourd'hui il nous a quittés. D'accord? Et donc il a fait une infection pulmonaire dont on l'a traité à l'époque comme psittacose, avec des macrolides et tout. Pour rechercher est-ce qu'il y a des chats dans la maison ou pas, contact ou griffure, la maladie des griffes du chat est une bartonellose, donc c'est un germe intracellulaire, d'accord, la toxoplasmose, la pasteurellose, d'accord. Est-ce qu'on travaille dans un milieu climatisé comme à l'hôpital général de référence? Attention à la légionellose, d'accord. Soit dit en passant, la légionellose c'est une histoire formidable. Je vous conseille pour ceux qui sont intéressés d'aller lire comment on a découvert cette maladie et vous allez comprendre en fait le nom de cette maladie-là. D'accord? Est-ce que les vétérinaires, bouchers, écarisseurs, éleveurs de bovins, c'est-à-dire qui est en contact avec les animaux, aller vers la brucellose? D'accord? Est-ce qu'ils travaillent dans les égouts? C'est la leptospirose. Alors, après l'interrogatoire, un examen physique, il doit être minutieux, examen, il doit être systématique. Il doit se faire dans de très bonnes conditions, dans une salle qui est bien éclairée, avec un patient qui est complètement dévêtu. Souvent, on a souvent peur. On découvre des choses quand on déshabille complètement un patient. Il faut examiner tous les appareils et, si possible, quand il y a des anomalies, faire des mensurations de ces anomalies-là. Donc, sur le plan cardiovasculaire, il faut rechercher un souffle qui pourrait orienter vers une endocardite bactérienne. Fièvre plus souffle égale endocardite bactérienne jusqu'à preuve du contraire. Ce n'est pas docteur Ibrahim qui me dira le contraire, je l'ai vu rentrer. D'accord. Il faut rechercher un frottement péricardique, d'accord, pour la péricardite aiguë. Il faut rechercher une tuméfaction au niveau des mollets ou bien une augmentation donc, de la circonférence du mollet à la recherche d'une thrombose veineuse profonde qui peut être à l'origine d'une fièvre. Un examen digestif, chercher un mauvais état dentaire entre griffes. Souvent dans les cliniques, on entend mauvaise hygiène bucco-dentaire. Ce n'est pas l'hygiène, c'est l'état. D'accord? Donc comme ça, c'était manière. Prochaine clinique, je ne veux plus entendre hygiène, mauvaise hygiène bucco-dentaire. C'est mauvais état bucco-dentaire, c'est complètement différent. D'accord? Une douleur provoquée à la palpation de la fosse iliaque droite qui pourrait orienter vers appendicite aiguë. Il n'y a pas de chirurgie viscérale générale. Douleur provoquée à la palpation de la fosse iliaque gauche qui pourrait faire penser à une sigmoïdite diverticulaire. Douleur de l'hypochondre droit, tout ce qui est polycystite. Une hépatomégalie. Donc c'est important honnêtement de ne plus faire de la télémédecine. Les patients ils le disent, hein. Ils disent j'ai été voir un tel, il m'a juste parlé, il m'a fait une ordonnance. Il ne m'a pas touché. Ils le disent. Il ne m'a même pas touché. Je ne sais pas, il dit il ne m'a même pas touché. L'examen physique doit se poursuivre avec l'examen urinaire, notamment chez les patients âgés, pour rechercher une hypertrophie chaude et douloureuse au niveau de la prostate. Ça peut être soit une prostatite aiguë, soit même un abcès de la prostate. D'accord?
un examen pleuro-pulmonaire, syndrome de condensation pulmonaire en faveur d'une pneumonie. Là aussi, je vais m'arrêter. L'examen pulmonaire, il se fait bilatéral et comparatif. On ne peut pas avoir un syndrome de condensation bilatéral sur les deux poumons. Il y a un problème. Ah, j'insiste dessus, parce qu'on le voit très souvent. Il faut faire très attention. D'accord? Parce que vous comparez entre la base droite et, par exemple, la base gauche pour pouvoir dire qu'il y a un syndrome de condensation. Vous ne connaissez pas le patient avant. Donc, vous ne connaissez pas s'il a sa sonorité normale, la transmission des murmures vésiculaires et tout. Donc là, j'ai profité pour passer ce message-là. Pour rechercher un syndrome d'épanchement pleural liquidien, d'accord, pleurésie. Faire un examen splénoganglionnaire complet, rechercher une splénomégalie, des adénopathies superficielles. Je ne savais pas que le professeur Salah était là. J'ai quand même mis qu'il faut mettre l'examen ORL. D'accord. Et je vais faire un petit encart aussi. C'est que pour la fièvre aiguë chez l'enfant, tout enfant qui a une fièvre, si vous ne faites pas l'examen ORL là, c'est même pas la peine de continuer à l'examiner. D'accord. La plupart du temps, c'est des causes ORL, donc il faut le faire. Et il est recommandé de faire l'examen ORL à la fin de l'examen du patient. Parce que souvent, ça l'énerve. Et vous ne pouvez plus faire d'autres examens à la suite. Donc, en résumé, tous les appareils doivent être examinés. Alors, à l'issue donc de l'examen clinique, il y a deux situations qui se posent. Si c'est une fièvre aiguë isolée, ou bien c'est une fièvre associée à d'autres signes. Si c'est associé à d'autres signes, c'est très simple. On essaie de porter l'exploration sur ces signes-là qu'on a eu du patient. Mais si c'est une fièvre isolée, on est obligé de commencer à faire des examens en commençant par des examens de première ligne. D'accord? Bon, toujours dit que la biologie, de toute façon, dans notre contexte, j'ai parlé des examens qu'il faut faire pratiquement dans tous les cas si c'est possible. C'est l'hémogramme, d'accord? La goutte épaisse densité parasitaire, la VS, la CRP et les transaminases. Rechercher donc un syndrome inflammatoire et une atteinte hépatique, une cytolyse. Et ne pas oublier la microbiologie. Je n'ai pas détaillé ici, mais c'est quoi la microbiologie? C'est essentiellement les hémocultures et des prélèvements pour traquer s'il y a un micro-organisme, un ECBU, un examen de pus s'il y en a, s'il y a de l'acide, on en fait un examen cytobactériologique de l'acide, de tous les prélèvements de l'épanchement pleural s'il y en a et tout ça. Donc c'est très important. Il faut compléter par, selon le cas ou quand c'est isolé, d'une radiographie thoracique, d'accord, qui est très importante. Pourquoi? Parce que dans notre contexte, il ne faut pas oublier la tuberculose, bien que ça donne beaucoup plus une fièvre prolongée, mais ça commence toujours. Et une échographie abdominale, ça c'est vraiment les examens de première intention qu'il faut faire quand vous avez une fièvre aiguë isolée. Alors, quelles sont les causes? J'aurais pu détailler les causes, mais on va aller très rapidement. D'accord? Il y a des causes d'abord infectieuses. Je les ai séparées en infectieuses et non infectieuses. Et dans les causes infectieuses, j'ai exprès commencé par les causes parasitaires à cause du paludisme qui est le plus fréquent dans notre contexte. D'accord? Mais le paludisme, les gens ne le connaissent pas. Honnêtement, nous tous, et les cliniciens et le laboratoire. Hier, à la consultation, j'ai eu une patiente roumaine qui est arrivée et qui avait une densité parasitaire à 240 avec une PCR négative au paludisme. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que souvent on attribue à tort certaines choses au paludisme. Elle m'a demandé est-ce que c'était possible. Bon, j'ai dû lui expliquer. Ensuite, vous avez d'autres affections parasitaires telles que la toxoplasmose, l'amibiase hépatique, la leishmaniose viscérale,
Il y en a ici, hein, surtout vers la région de Tawa. Ensuite, les causes bactériennes, d'accord? Il y a la fièvre typhoïde, notamment au premier septénaire. Et là aussi, je vais m'arrêter par rapport à la fièvre typhoïde avec le fameux sérodiagnostic de Vidal. Le sérodiagnostic de Vidal, c'est un examen sérologique. Donc, il ne recherche pas le responsable de la fièvre typhoïde, il recherche les anticorps dirigés contre la fièvre typhoïde. Alors, quand j'étais à la fac, on m'a appris que pour faire le diagnostic de fièvre typhoïde, il fallait faire 2 sérodiagnostics de Vidal, avec une augmentation du taux des anticorps entre les 2 examens. C'est-à-dire que quand vous avez des anticorps qui sont positifs, 10 jours après, il faut faire un autre Vidal. C'est quand vous avez une ascension du taux des anticorps que vous pouvez dire que c'est un Vidal, c'est une fièvre typhoïde. Mais là, on assiste à toutes sortes d'interprétations. Ça veut dire que c'est des anticorps. Mais peut-être que si la personne a des anticorps, c'est peut-être qu'elle ne va plus faire de fièvre typhoïde. Mais non, on met des antibiotiques, on refait un Vidal, c'est encore positif, c'est une résistance, on change d'antibiotique. Honnêtement, c'est pour ça qu'à un moment, on a demandé l'arrêt du sérodiagnostic de Vidal dans les hôpitaux. Parce que les gens ne l'utilisaient pas à bon escient. Voilà. Donc la fièvre typhoïde, maintenant le diagnostic, c'est beaucoup plus l'hémoculture, la coproculture. Vous avez les endocardites bactériennes qui réalisent quand même une urgence. Vous avez les pneumonies bactériennes, les méningites, les infections biliaires, les infections urinaires, les infections pelviennes et la brucellose. Pour les causes virales, il y a la grippe. J'ai oublié, j'ai pas réactualisé, il fallait rajouter Covid-19, VIH, les hépatites virales, le cytomégalovirus et la mononucléose infectieuse. Les causes mycosiques, elles se voient essentiellement donc chez les patients immunodéprimés, ce sont les candidoses disséminées, l'histoplasmose et la cryptococcose. Dans les étiologies non infectieuses, vous avez des maladies inflammatoires qui peuvent être responsables de fièvre aiguë. C'est la maladie de style de l'adulte. C'est une maladie qui n'est pas très bien connue et où il n'y a pas encore de critères diagnostiques suffisants. Ça se manifeste grosso modo par une fièvre, des éruptions cutanées qui sont fugaces. Souvent, on n'y pense pas donc dans notre contexte, et des douleurs articulaires. Et un des traits particuliers de cette maladie, c'est que souvent, la fièvre elle est vespérale ou nocturne. Et chez ces patients, même quand la température revient à la normale, ils gardent une tachycardie résiduelle dans la matinée. Ce sont des signes qui orientent donc vers la maladie de style. Donc, jusqu'à présent, ça reste quand même un diagnostic d'élimination. Il y a le lupus systémique, que l'on diagnostique selon les critères de l'ACR. On ne peut pas rentrer dans tous les détails. La périartérite noueuse et des maladies génétiques un peu comme la maladie périodique. Alors, parmi les causes non infectieuses, vous avez les causes thromboemboliques, comme la thrombose veineuse profonde et l'embolie pulmonaire qui peuvent être à l'origine donc d'une fièvre. La preuve, ceux qui ont décrit l'embolie pulmonaire, notamment il s'agit donc de Gala Verdun, il l'a décrit dans un milieu gynécologique. Et notamment pour la thrombose veineuse profonde, ils avaient remarqué que chez ces patients qui avaient une thrombose veineuse profonde, le pouls et la température augmentaient progressivement au cours de l'évolution. Donc, vous voyez, c'est la signe de la pancarte, c'est la courbe thermique qui a pu permettre de faire le diagnostic de ces maladies-là. Il y a des maladies métaboliques qui peuvent être à l'origine d'une élévation de la température, c'est la goutte, la chondrocalcinose, et il y a des causes néoplasiques, leucémie, lymphome. Et il y a 2 cancers solides qu'il ne faut pas oublier, mais on les met beaucoup plus dans le cadre des fièvres prolongées, c'est cancer du foie et cancer du rein. Nous avons aussi des causes endocriniennes, notamment l'hyperthyroïdie
et l'insuffisance surrénale aiguë qui peuvent être à l'origine donc de fièvre. Il existe des causes médicamenteuses, d'accord, et iatrogènes. Vous avez certains médicaments, notamment en cardio, la procaïnamide, l'hydralazine, la méthyldopa, qui peuvent être à l'origine de fièvre, les anti-infectieux, essentiellement les bêta-lactamines, les sulfamides et l'isoniazide, les antinéoplasiques, la bléomycine, l'hydroxyurée, l'interféron, les neuroleptiques et les antiépileptiques. Je terminerai donc ces étiologies par des situations particulières, d'accord? Donner 3 exemples. Il y a l'hyperthermie d'effort. Je ne sais pas, notamment aux urgences, bon, peut-être pour ceux qui sont plus anciens, ils en ont vu, chez les jeunes recrues de la gendarmerie qui allaient faire du sport, d'accord, de façon intensive. Ils arrivent donc avec une hyperthermie d'effort, donc une exagération de l'activité musculaire qui a fait monter la température, responsable aussi d'une rhabdomyolyse avec insuffisance rénale et tout ça, d'accord, donc c'est connu. Il y a le coup de chaleur, d'accord. Là aussi, c'est l'exposition à la chaleur, surtout chez les personnes qui sont âgées, qui réagissent très mal, donc qui ont des problèmes donc, de thermolyse, et donc ça peut donner ce coup de chaleur là. Et vous avez certaines atteintes hypothalamiques, j'ai préféré les mettre à côté, d'accord, qui peuvent être donc dysréguler directement le thermostat et être à l'origine de fièvre. Et peut-être parler, en plus donc des médicaments, tout à l'heure qu'on a vu neuroleptique, le syndrome malin de neuroleptique aussi, d'accord, il faut faire très attention donc à la fièvre alors de l'utilisation donc de ces neuroleptiques là. Donc pour conclure, la fièvre aiguë, c'est un symptôme qui est fréquent en consultation médicale. Il est très important d'avoir une très bonne démarche diagnostique pour retrouver l'étiologie. Mais dans notre contexte, poser même le diagnostic positif de cette fièvre-là, d'accord? Il faut savoir que les causes infectieuses dans notre contexte sont les plus fréquentes, mais il ne faut pas oublier aussi les causes non infectieuses. Je pense que nous sommes au terme donc, de notre voyage au niveau de la fièvre aiguë et je vous remercie de votre attention. Dans l'objectif de faciliter la prise en charge, l'orientation, la conduite à tenir des urgences, l'équipe de médecine interne, nous avons proposé une proposition d'un algorithme pour faciliter vraiment la prise en charge. Alors, très rapidement, en cas de fièvre aiguë supérieure à 38 degrés Celsius, il faut savoir s'il y a des présences des signes de gravité. Il faut se poser la question, automatiquement, quand un patient arrive, fièvre supérieure à 38 degrés Celsius, est-ce qu'il y a des signes de gravité? Oui, les signes de gravité, c'est par exemple les convulsions, désaturation, des signes de choc, le professeur l'a dit, hypotension artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure, c'est entre autres. Ça, ce sont des symptômes, des choses qu'on peut chercher en temps réel. Il y a d'autres signes. Parce que ce qu'on a essayé de faire, on ne va pas être exhaustif, mais ce qui est accessible à nous aux urgences. C'est ça vraiment la proposition. Et dès qu'on a ça, il faut mettre des anticonvulsivants selon ce dont on dispose. Après, on pourra discuter de ce qu'il faut mettre comme molécule dont on dispose ici. Il faut faire un remplissage rapide, l'oxygène et un antipyrétique en IV. Lorsque les symptômes persistent, c'est-à-dire les signes de gravité persistent, il faut appeler l'AREA. Donc, techniquement, critère de gravité, vous essayez de faire un geste, ça ne va pas, le 2S pour appeler la réanimation pour optimiser, améliorer la prise en charge. Maintenant, s'il n'y a pas de signe de gravité, s'il n'y a pas de signe de gravité, nous sommes là. En ce moment-là, il faut faire un examen physique et chercher un foyer infectieux. Parce que le problème avec les urgences, c'est ça, c'est souvent. On appelle, est-ce que vous avez examiné le patient?
Après, on commence les poumons, l'abdomen. La personne dit il n'y a rien. Donc, c'est important d'examiner. Donc, il n'y a pas de gravité, il faut examiner. Et il y a deux possibilités. Si vous avez un foyer infectieux, par exemple, il tousse avec crachat, brûlure mictionnelle, vous avez au niveau cutané un abcès, vous avez des éléments qui vous orientent vers un organe. Et en ce moment-là, il faut faire les prélèvements. Ça peut être des hémocultures, un ECBU, dans l'idéal, dans l'absolu, c'est ce qu'il faut faire. Et ensuite, hospitaliser le patient, l'amener en section. Donc, techniquement, moi, quand vous m'appelez, fièvre, est-ce qu'il y a des critères de gravité? Non, il n'y a pas. Est-ce que vous avez examiné? Oui, je pense qu'il fait une infection urinaire ou bien il fait une pneumonie bactérienne. Vous avez fait des prélèvements? Oui. Il n'y a pas de critères de gravité, je peux le récupérer en section. C'est un peu ça, ce schéma-là qu'on veut, mais en passant vraiment ce filtre-là. Maintenant, il n'y a pas de foyer infectieux. En ce moment-là, il faut faire l'interrogatoire, l'histoire de la maladie. Tout ce que vous connaissez sur l'examen, l'observation médicale, il faut la faire sommairement et faire un examen physique, ça rejoint l'autre côté, et examen paraclinique selon ce qui est disponible sur place. Il y a deux possibilités. Lorsque le sujet est non fragile, donc lorsque le sujet est fragile, c'est-à-dire supérieur à 65 ans, un immunodéprimé, ou bien il est diabétique déséquilibré, en ce moment-là, on peut être tenté de faire une antibiothérapie probabiliste ou une antiparasitaire. Quand un sujet a 70 ans, par exemple le patient qui vient d'arriver, il vous fait de la fièvre, il est assez fragile. On peut anticiper parce que sa réaction, ses réserves de défense sont diminuées. Donc on optimise, on booste. Dans ce cas, on peut faire une antibiothérapie probabiliste. Maintenant, lorsque le sujet n'est pas fragile, on peut attendre 48-72 heures. Nous avons dit à un moment donné aux urgences, il ne faut pas dépasser 48-72 heures. Les urgences, ce n'est pas un endroit pour faire une semaine. Maximum 48-72 heures, on peut attendre. Et lorsque ça dépasse 72 heures, non fragile, vous envoyez en hospitalisation pour poursuivre la prise en charge. Donc vraiment, c'est une proposition et nous sommes en train de compiler les algorithmes. On pourra rediscuter et les mettre à jour en fonction de ce qu'on a et de ce qui est disponible pour les urgences. Donc sur ce, ça coïncide à la fin. Apparemment, il y a une coupure. Merci beaucoup. Je passe la parole aux tables de séance. Professeur. Les urgences. Pour cette brillante présentation qui va sans nul doute contribuer à améliorer la prise en charge des patients que nous recevons aux urgences. La fièvre étant un motif fréquent de consultation, presque chaque jour on a des patients qui consultent soit pour une fièvre ou bien une sensation fébrile. C'est vrai, nos habitudes ne sont pas parfois, on a des mauvaises habitudes, si on peut le dire, parce que systématiquement, quand le malade consulte pour une fièvre, sensation fébrile, on met les antipyrétiques. Je pense qu'au sortir de cette présentation, nous allons veiller à ce que vraiment les pratiques-là soient un peu dans l'oubliette pour qu'on puisse acquérir vraiment les bonnes habitudes. Et surtout aussi l'antibiothérapie qui est parfois systématique au niveau des urgences. On va vraiment, soyez rassurés, chers maîtres, qu'on va transmettre aux autres collègues qui n'ont pas pu assister à cette formation. Je n'ai pas particulièrement de questions, c'est juste pour remercier notre maître, le professeur Eric, et également le professeur Andia, pour tout ce qu'il nous fait, pour tout l'appui qu'il nous apporte aux urgences pour quand même améliorer la prise en charge des patients. Merci pour ça. En fait, c'est à propos des jeunes, il faut poser des questions. Honnêtement, je ne sais pas, faire part de problèmes que vous avez eu, qu'on puisse en discuter. C'est comme ça qu'on avance. Hein.
c'est pas parce que j'ai fait une présentation qu'on peut pas poser des questions. Sinon, c'est même pas la peine qu'on le fasse et puis on va arrêter, quoi. Si ça suscite pas d'échange, en tout cas, moi, je reviendrai pas. Merci. C'est bien compris. Ça a été clair quand même. C'est l'interprétation qu'on peut faire. À la gare, vous allez. On va apprendre aussi. La question, bon, moi ce que je voulais apporter, comme finalement on a électrique, quel est celui qu'il faut privilégier? Ça évite d'avoir des contacts avec le patient. D'accord. Quand on est tous dans l'optique peut-être d'une maladie infectieuse qui est hautement contagieuse et tout ça. Donc vraiment, l'idéal c'est d'avoir des thermoflash partout pour voir la température. Surtout à l'entrée des urgences, là, c'est un patient qu'on ne connaît pas, on ne sait pas d'où il vient et tout. L'idéal serait d'avoir ces thermoflash-là. Moi, ce que j'ai retenu avec un point très important, surtout à ce qui concerne la température, la touche de la température. Donc, on a nos fiches de température qu'on utilisait. Mais avec cette présentation, j'ai vu l'importance de la fiche OMS qu'on a pratiquement abandonnée dans cette institution. Rarement qu'on l'utilise. Maintenant, avec la présentation, j'ai vu que si on a la fiche, surtout au niveau de la médecine interne où on arrive à recevoir des malades avec des fièvres aiguës ou bien persistantes. Maintenant, avec la prise de la température, si ça a été mentionné sur les fiches de température selon l'OMS, ça va permettre même à vue une bonne orientation vers le diagnostic. Selon ce que je viens d'apprendre. Ensuite, à la sortie de cette salle, nous allons faire un effort, même si c'est des fiches de température qu'on arrive à mettre en place dans le dossier. Donc ça, c'est matin, soir, et l'autre, c'est en fonction de l'évolution de la température. On va continuer à faire la prise de la température. Maintenant, avec l'autre, ça peut au moins orienter les cliniciens à bien poser le diagnostic. Qu'on a reçu il y a environ 3 mois de cela. C'était au cours des concours de la garde. Il était candidat au concours. Maintenant, au cours de la course là, il avait fait un état de choc, il est tombé. Quand on l'a amené, il y avait une forte fièvre à 40 degrés. Il avait un syndrome hémorragique. Il saignait, épistasie, gingivorragie. On l'a admis en déchocage. Il a fait à peu près 24 heures. Après, le bilan à l'examen physique, en dehors de cette fièvre et puis le syndrome hémorragique, on n'avait pas quelque chose de particulier. Mais au cours de l'hospitalisation, il avait développé des convulsions avec une hémorragie conjonctivale. Finalement, on a appelé les réanimateurs. Ils l'ont admis à la RIA. Ils ont demandé une TDM cérébrale où il y avait une hémorragie méningée également. Finalement, c'était un patient qu'on a perdu. J'ai demandé aux réanimateurs est-ce qu'ils ont eu un diagnostic. Vraiment, moi au début, quand je n'ai pas pensé à la cause liée à l'effort, la fièvre liée à l'effort, mais devant la fièvre avec le syndrome hémorragique, j'ai pensé à une méningite. Là, peut-être il fait. Mais est-ce que là, les fièvres liées aux efforts la prolongés, ça peut expliquer un syndrome hémorragique? J'avais pas compris le tableau là. Merci pour la présentation. En fait, c'est toujours par rapport au partage d'expérience. Et personnellement, je parle de 3 patients que personnellement, je pense pas, je ne les ai pas vus personnellement, mais au staff, on en a discuté.
des enfants d'à peu près âge varié entre 6 à 16 ans. Coïncidence ou pas, je ne sais pas, les deux sont des enfants de médecins. L'autre est une petite sœur à un médecin, bon, une étudiante en 7e année. Et les trois ont présenté des tableaux à peu près similaires selon la généraliste qui a présenté les dossiers. Donc, surtout, elle en a parlé de la fille de 14 ans qui avait présenté une fièvre aiguë de manière brutale. Avant la fièvre, elle avait présenté une odynophagie. C'était juste ça, et puis des épigastralgies. Une fièvre la nuit, on l'amène associée à une dyspnée, vient à la consultation avec vraiment une saturation à 20, sous oxygène même à 50, donc vraiment une détresse respiratoire vraiment hypoxémiante et dans un contexte de fièvre aiguë. Et les trois tableaux étaient à peu près les mêmes. Bon, là aussi, malheureusement, les malades, là, je pense qu'il y a un qui a été à l'arrière, les deux autres en déchocage sont décédés. Mais honnêtement, oui. La petite de 14 ans, elle, sur le bilan, il n'y a que leucopénie à 3100. En dehors de ça, et de plus en plus, on a aussi chez les diabétiques. Là même, je viens de parler avec le docteur Faiza, je disais que est-ce qu'on ne va pas prendre les tests Covid là, parce que des pneumopathies chez les diabétiques, décès de moins de 72 heures, 24 heures, la personne peut venir dans un état à peu près acceptable, mais en un rien de temps, on fait la radio qui montre des images de pneumopathie franche et hypoxémie après décès. Donc là aussi vraiment, ces derniers temps, ça fait même pas 3 semaines qu'on compte tout ça là aux urgences. On aimerait comprendre ce qui se passe aussi. Merci. Merci pour les témoignages. Commencer par la fin. Je pense que les patients diabétiques, là, il y a de fortes chances que ce soit le Covid. On a eu un petit pic là qui est en train de se terminer où on a eu pas mal de personnes qui avaient de la fièvre, une symptomatologie pulmonaire et puis souvent une anosmie, agueusie. Ils en parlent, ils disent qu'ils ont guéri et puis voilà. Je pense qu'on a eu un petit pic Covid. Comme on ne systématise plus le test, donc c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas pu porter le diagnostic. Et pour moi, c'est important quand même de continuer à porter le diagnostic parce qu'il y a deux choses qui ont amélioré le pronostic de Covid, d'accord? C'était la dexaméthasone et les anticoagulants, d'accord? Donc pour ceux qui sont hypoxémiens, c'est leur faire le protocole dexaméthasone. Peut-être qu'on aurait pu, bien qu'ils soient diabétiques, quoi, on aurait, voilà. Sinon, les trois parents, honnêtement, il n'y a pas assez d'éléments pour qu'on puisse dire quoi que ce soit sur leur cas. Mais pour le premier patient que Dr Faiza a présenté, c'est peut-être il faudrait qu'on comprenne d'où vient son syndrome hémorragique. C'est quoi? C'était une thrombopénie, c'était une insuffisance, c'est pas thrombopénie sévère. D'accord. D'accord. Et il n'y avait pas d'insuffisance hépatocellulaire. Parce que sinon, le coup de chaleur peut tout expliquer, tout sauf cette thrombopénie là. D'accord. Ah, si le TP bas, ça peut être, c'est une souffrance donc du foie liée à ce coup de chaleur là. Là, ce serait possible. Mais la thrombopénie, je ne m'explique pas ça dans ce contexte. Donc tout ce tableau pourrait rentrer dans le cadre donc, de cette espèce d'hyperthermie maligne donc à l'effort. Oh oui, oui, pas d'organisme n'en peut plus, mais il va continuer jusqu'à des choses. Et souvent, c'est souvent les gendarmes, sont un peu intellectuels, ils savent c'est comme la fièvre, ils créent la fièvre. S'ils veulent créer la fièvre, ça va être un produit qui s'utilise déjà le top. C'est du piment, mais il y a voilà, que j'utilise souvent dans la température à 40. C'est un médicament qui règle tout dans le temps. Quand on sait que les causes orales sont
aussi pourvoyeuse de fièvre aiguë. C'est beaucoup plus importante chez les enfants, mais on en retrouve aussi chez les adultes. Et que c'est un examen particulier, parce qu'on travaille sur des cavités, hein, pas sur des grandes surfaces ou l'abdomen et autres. Donc, qui demande au moins un matériel spécifique. Des sources lumineuses, à basse-langue ou bien des otoscopes à pile. Donc, et ça, c'est des choses qu'on apprend dès la 6e année, parce que c'est la période dans laquelle les étudiants passent les services ORL. Mais néanmoins, ici à l'hôpital, vous avez un service ORL avec des agents. Donc à chaque moment, vous pouvez demander un avis ORL. Il y a une équipe qui est prête pour se déplacer pour examiner et donner l'avis ORL. Donc les causes les plus fréquentes, en fait, on parle en fonction de la zone, la topographie. Donc, on regroupe comme le dit le vocable ORL, donc oreille. Plus souvent c'est les otites. Dès que vous faites l'examen de l'oreille, l'otoscopie, vous allez voir s'il y a une inflammation, une infection au niveau de la partie externe ou bien au niveau du tympan et la partie moyenne. En ce qui concerne le R, c'est la rhinologie. Donc, c'est ce qui concerne la rhinoscopie, l'examen du nez. Donc, les rhinites, les rhinopharyngites, les sinusites, ce sont les causes les plus fréquentes. La laryngologie, c'est surtout la voie aérodigestive supérieure. Là, vous avez les plus fréquentes, c'est les angines et leurs complications. Également les suppurations péripharyngiennes. Vous pouvez avoir les phlegmones périamygdaliens, l'abcès rétropharyngien. Vous pouvez également avoir des pharyngites ou des laryngites. Donc, il vaut mieux toujours, lorsque vous voyez que malgré votre examen, vous n'êtes pas satisfait, il faut toujours demander l'avis ORL. Tu peux utiliser d'autres outils comme la nasofibroscopie pour aider bien à retrouver l'étiologie. Donc enfin, je voudrais terminer pour remercier le professeur Andia pour son invitation qui nous a permis de participer et de suivre ces conférences et pour sa contribution avec la mise en place d'un algorithme au niveau des urgences pour améliorer la qualité de la prise en charge de la fièvre au niveau du service. Et remercier également notre cher maître, le professeur Adéossi Eric, pour son enseignement, donc, qui nous a permis aussi d'actualiser nos connaissances sur la fièvre. Et j'étais très satisfait d'apprendre aussi que surtout sur la prise en charge, pour la prise de la température, l'actualité maintenant c'est les thermoflash. Mais est-ce que ce thermoflash-là est disponible? Je sais qu'à l'hôpital de référence, à travers le surveillant général, on distribue ça au niveau des différents services. Voilà. Vraiment, ça... c'est disponible. Aux urgences et dans les sections aussi, c'est disponible. Et bon, dans les sections, ça dépend du service. Mais si tout celui qui a commandé au niveau de moi, en personne, je laisse en tout cas, c'est bien, ça impressionne le patient. Dès qu'il vient, vous faites comme ça, film. Bon. C'est comme s'il est à l'aéroport, parce que c'est certains qui sont à l'aéroport qui voient ça. Mais c'est disponible. Donc, il faut continuer à utiliser ce thermoflash-là. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons poursuivre le programme. Donc, cette fois-ci, avec la présentation du laboratoire. Et, professeur Andia, est-ce que les autres peuvent suivre? On a parlé de fièvre aujourd'hui, qui est l'une des expressions cliniques des maladies infectieuses, parce que là, nous allons vous parler de deux produits
Et je voudrais pouvoir saluer chacun au nom des laboratoires Sharing Cloud en vous disant Assalamu alaikum. Dubungeswa da hatan lheri wa fofo lafia matole ouche ouche jamwali bonjour. Alors donc deux produits, deux antibiotiques, clavicin injectable qui est votre amoxicillin et bétazidime injectable qui est votre ceftazidime. La seule ceftazidime disponible au Niger ayant obtenu un agrément et les deux sont disponibles en vente au sein de l'hôpital général de la référence au niveau de la pharmacie de session. Alors, bétazidime, efficacité de bétazidime injectable en antibiothérapie. Bétazidime sauve des vies lorsqu'un traitement antibiotique probabiliste s'impose dans les infections potentiellement mortelles. Dans les infections bactériennes sont causées par des bactéries endogènes qui envahissent le corps et déclenchent une réponse immunitaire. Les bactéries libèrent des substances qui peuvent activer le système immunitaire, conduisant à une élévation de température corporelle, la fièvre, dont on a débattu de long en large à travers aujourd'hui. Comment et en quoi est-ce que bétazidime peut-il contribuer à juguler la fièvre? Les infections bactériennes graves, potentiellement mortelles, constituent une importante cause de morbidité et de mortalité chez les sujets malades de tous les âges. Pour y remédier efficacement en urgence, on recourt notamment à l'antibiothérapie probabiliste, qui consiste en une prescription d'antibiotiques réalisée avant que ne soit connue la nature ou les sensibilités des micro-organismes de l'infection. Dans cette perspective, bétazidime injectable est la solution proposée par le laboratoire Strides Pharma. En effet, choisir de prescrire bétazidime injectable, choisir de prescrire bétazidime injectable lorsque le traitement antibiotique probabiliste s'impose dans les infections graves, potentiellement mortelles, si les agents pathogènes soupçonnés sont nombreux et qu'aucun temps ne permet de poser un diagnostic ferme. Bétazidime, et pour cause, bétazidime c'est une nouvelle molécule, c'est la nouvelle molécule de ceftazidime issue du laboratoire Strides Pharma. C'est un antibiotique de la famille des bêta-lactamines du groupe de céphalosporine de 3e génération. Certains documents disent 4e génération parce que c'est la forme améliorée. Elle est venue après, la ceftazidime est venue après la ceftriaxone pour corriger, compenser les insuffisances, notamment de la ceftrie. Alors, bétazidime sauve des vies lorsqu'un antibiotique probabiliste s'impose dans les infections potentiellement. Ainsi donc, la c'est ceftazidime, bétazidime, céphalosporine de 3e ou 4e génération. La bétazidime, c'est la seule ceftazidime disponible dans les pharmacies. La ceftrie, comme la ceftrie c'est ceftriaxone, la cepta c'est ceftazidime. Okay? Bétazidime, votre cepta est plus efficace et remplace le ceftriaxone même en cas de résistance aux ceftriaxones. Parce que au cours de nos présentations, de plus en plus de médecins évoquent des cas de résistance qu'on rencontre avec la ceftriaxone. Quelles sont les preuves de l'efficacité de ceftazidime? Les preuves de l'efficacité de bétazidime seront rapportées par les réponses aux questions suivantes. Quel bénéfice patient apporte bétazidime? Quelles sont les performances thérapeutiques de bétazidime et quelles sont les caractéristiques pharmacologiques du produit? Quels sont les bénéfices patients d'abord? Le bétazidime est indiqué et efficace dans les infections graves potentiellement mortelles, telles que notamment dans les infections hématologiques du système lymphatique, dans les infections du système immunitaire, dans les infections du système nerveux, infections vasculaires, gastro-intestinales, hépatobiliaires, affections de la peau, des tissus mous, dans les infections des reins et des voies urinaires. Avec quelle performance thérapeutique? Mais voilà, en monothérapie, c'est-à-dire utiliser seul, bétazidime est aussi efficace que le traitement associant les antibiotiques classiques. Nous allons voir pour ce faire, c'est soutenu par des études, documentées par des études scientifiques. Ainsi, par exemple, une étude nous renseigne que bétazidime prescrit en monothérapie est significativement plus efficace que l'association imipenem-cilastancine contre le pseudomonas aeruginosa. Source, Journal des antimicrobiens et de chimiothérapie, volume 31, page 927 à 923. Bétazidime
Sous bétazidime, on a enregistré 96% d'éradication de bactéries pathogènes dans les infections urinaires et 100% d'éradication de Pseudomonas aeruginosa. Cette assertion est soutenue, étayée, exprimée, diffusée dans la revue médicale de médecine en 1985, dans le journal médical américain de chimiothérapie 2006 et dans le journal américain des infections hospitalières en 1920. Et voilà le graphe qui illustre ce que nous venons de dire sur le Pseudomonas aeruginosa, 100% d'efficacité, et sur l'Escherichia coli, près de 96% d'efficacité. Donc, sous bétazidime, on enregistre le meilleur taux d'éradication des bactéries pathogènes dans les infections des voies urinaires. Administré toujours en monothérapie, bétazidime injectable donne une meilleure réponse clinique dans les infections nosocomiales comparativement à l'association ceftriaxone tazobactam. Études, preuves scientifiques et sources, Journal américain de chimiothérapie, année 2006, et Journal américain de maladies infectieuses cliniques, la même année, volume 20, page 1217. On voit le graphe ici qui nous montre que avec ceftazidime en bleu, sous ceftazidime en bleu, vous avez 73% de réponse clinique comparativement à l'association ceftriaxone tazobactam qui a 65%. En cas de l'insepticémie, 73% de réponse clinique contre 59% pour l'association ceftriaxone-tazobactam. Dans les infections compliquées des voies urinaires, 80% d'efficacité de réponse clinique sous bétazidime contre 76% sous l'association ceftriaxone-tazobactam. Vous voyez, les différences sont nettes et parlent d'elles-mêmes. En cas de septicémie nosocomiale, on note 73% d'efficacité par rapport avec le bétazidime administré en monothérapie. Voilà, nous l'avons vu. Dans les pneumonies, on a 73% d'efficacité sous ceftazidime contre 65% pour l'association ceftriaxone-tazobactam. Dans les infections compliquées urinaires, 80% d'efficacité clinique sous bétazidime administré contre 76% contre l'association ceftriaxone-tazobactam. Voilà encore un graphe qui l'illustre. Dans la pneumonie, on l'a vu, 73% d'efficacité pour bétazidime contre 65% de l'association ceftriaxone-tazobactam. La répétition pour phytochorea. Voilà. Dans les pseudomonas, contre les pseudomonas aeruginosa, bétazidime administré en monothérapie est la plus active des céphalosporines disponibles contre le pseudomonas aeruginosa. Donc, vraiment plus efficace que la ceftri. Prescrit en monothérapie, il est efficace de bétazidime dans les infections cutanées des tissus ou dans les infections océano-articulaires. En cancérologie, la monothérapie avec cette bétazidime en intraveineuse apparaît sûre et efficace pour les patients atteints de cancer avec le faible taux de risque de neutropénie de grade 4 après la chimiothérapie cytotoxique et peut sensiblement réduire les coûts des antibiotiques. Donc, sous bétazidime, 66% des patients ont répondu par l'amélioration clinique et la réduction complète de la fièvre en 48 heures et 87% des patients, chez 87% des patients, l'efficacité de la bétazidime est maintenue chez les malades tout au long de leur séjour hospitalier, cela sans échappement thérapeutique, c'est-à-dire sans baisse d'efficacité du produit de bout en bout du traitement. Au total, bétazidime injectable, c'est jusqu'à 93% de guérison clinique obtenue. Okay? Quelles sont les caractéristiques pharmacologiques qui justifient ces excellentes performances thérapeutiques que nous venons de voir? Voilà, on a d'abord un spectre d'activité extrêmement large. Voilà les espèces sensibles, aérobie gram positif, aérobie gram négatif, aérobie gram négatif, et notamment le Pseudomonas aeruginosa, qui est un gène particulièrement sévère et redoutable. Dans les anaérobies, dans les espèces modérément sensibles à aérobie gram positif, dans les espèces éliciales, on a les entérocoques, etc. Alors, mécanisme d'action. La bétazidime détruit les bactéries responsables des infections en empêchant la synthèse de la paroi bactérienne. Voilà donc une coupe
le schéma, schématiser la bactérie, molécules protéiques, protéines liant la pénicilline synthèse pour synthétiser la paroi cellulaire. Que va faire la bactérie? Voilà la molécule de bêta-zidine qui pénètre et va inhiber les protéines de la pénicilline, liant la pénicilline et provoquer ainsi la lyse bactérienne, la synthèse de la paroi cellulaire par la lyse, c'est-à-dire la destruction de la bactérie. Délai d'action rapide, parce que les concentrations plasmatiques sont atteintes au bout d'une heure. Longue durée d'action thérapeutique, parce que la demi-vie d'élimination plasmatique est de 1,8 heures en moyenne. La ceftazidime, de molécule de bêta-zidime, est éliminée sous forme inchangée dans les urines sur 24 heures. Donc la biodisponibilité de bêta-zidime est importante. Ça va jusqu'à 90% de la dose initiale administrée. Quelle posologie, nous allons en finir là. Chez l'adulte âgé et les enfants âgés de plus de 12 ans, dose usuelle d'administration 0,1 g à 0,15 g toutes les 8 heures à 12 heures. Posologie 1 g à 2 g, c'est-à-dire 1 à 2 flacons toutes les 8 heures à 12 heures. Vous s'apprécierez en fonction de la gravité de la situation par voie IM ou IV. Chez les nourrissons âgés et les enfants de 1 mois à 12 ans, la dose usuelle recommandée est de 30 mg à 50 mg par kilo toutes les 8 heures par voie IV. Chez le nouveau-né de 0 à 4 semaines, dose usuelle d'administration recommandée 30 mg toutes les 8 heures par voie IM. Et tout ça, c'est source, résumé caractéristique du produit et Agence nationale de sécurité du médicament en France, mise à jour août 2010. Donc, mise à jour récente. Chez les insuffisants rénaux adultes, la posologie en administration discontinue doit être adaptée en fonction de la créance de la créatinine. Quelle conclusion retenir? Bêta-zidime est recommandé dans les infections bactériennes, septicémie, la méningite bactérienne, la méningite à pseudomonas, les abcès pulmonaires, les abcès pulmonaires, les infections urinaires, les infections des voies respiratoires, les infections gastro-intestinales abdominales, dans les infections chez les patients immunodéprimés atteints de douleurs pathologiques ou solides. Bêta-zidime, c'est une nouvelle molécule de ceftazidime, une bêta-lactamine du groupe de céphalosporine de 3e génération préconisée dans le traitement des infections hospitalières lorsque un traitement antibiotique probabiliste s'impose. Il sauve des vies. La bêta-zidime, elle sauve des vies en antibiothérapie chez les malades de tous les âges lorsque le pronostic vital est engagé. La monothérapie, la bêta-zidime est aussi efficace que les traitements classiques associant des antibiotiques classiques. Bêta-zidime est bien tolérée, prescrite chez la femme enceinte et chez la femme allaitante. Un antibiotique de pointe, la bêta-zidime apporte des réponses cliniques microbiologiques efficientes dans les infections dues à pseudomonas. Merci docteur pour votre attention. Le choix d'un antibiotique adapté, c'est Clavicin, qui est votre association de amoxicilline 1 g plus acide clavulanique 200 g pour des résultats positifs assurés. En effet, Clavicin injectable, qu'est-ce que c'est? Clavicin injectable, c'est votre amoxiclave issu des laboratoires Strides Pharma. Clavicin injectable, c'est l'association de amoxicilline 1000 mg et acide clavulanique qui agissent en synergie d'action contre les bactéries, y compris les souches productrices de bêta-lactamase responsables de résistance. Clavicin 1,2 injectable permet d'obtenir des résultats cliniques assurés aussi bien en antibiothérapie curative qu'en antibioprophylaxie. Quelles sont les indications de Clavicin 1,2 g? D'abord, dans les infections graves de la sphère ORL, telles que les mastoïdites, les infections périamygdaliennes, les épiglotites sinusites, exacerbation aiguë de bronchite chronique, pneumonie communauthérapie, cystite, infection osseuse, pyélonéphrite, infection de la peau et des tissus mous, morsure d'animaux, abscès dentaire, infection adrénale, infection et prophylaxie préopératoire des infections du site opératoire. Quelles sont les performances? Essentiellement, c'est des performances thérapeutiques documentées. Sous Clavicin, on a enregistré d'une manière générale environ 90% de guérison clinique et
près de 92% d'efficacité bactériologique, notamment dans la pneumonie communautaire. Source, journal scientifique de médecine d'année 2014. Okay. Quelles sont les posologies de clavicin injectable? Et nous en venons là. Chez l'enfant, chez les adultes et les enfants de plus de 12 ans, donc de plus de 40 kg, 1,2 g, soit un flacon de clavicin injectable toutes les 8 heures. En cas d'infection plus grave, augmenter la fréquence à toutes les 6 heures. Chez les enfants inférieurs de moins de 12 ans et d'un poids inférieur à 40 kg, dose usuelle d'administration, 30 mg toutes les 8 heures. En cas d'infection plus grave, augmenter la fréquence à toutes les 6 heures. Chez les personnes âgées, pas d'adaptation posologique nécessaire. On appliquera la posologie habituelle pour l'adulte et l'enfant chez plus de 12 ans, à savoir 1,2 g, soit un flacon toutes les 8 heures. En cas d'infection plus grave, augmenter la fréquence toutes les 6 heures. Conclusion, prescrivez clavicin injectable 1,2 g lorsque les infections sont sensibles à amoxiclav. Prescrire clavicin injectable, l'association d'amoxicilline 1000 mg plus acide clavulanique plus 1 mg. Prescrivez clavicin 1,2 g injectable, qui est la garantie des résultats positifs assurés en antibiothérapie curative et en antibiothérapie. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce qu'on avait proposé. Merci. Merci beaucoup. Nous remercions une fois encore le Hervé, délégué du laboratoire Strides, pour l'accompagnement qu'il nous fait. Donc, dès qu'on le sollicite, vraiment, il est très réactif sur tout ce qui concerne formation médicale continue. Et vraiment, c'est l'occasion vraiment de le remercier une fois de plus. Et ce qu'il fait vraiment pour accompagner la prise en charge médicale. J'ai pas vraiment de conflit d'intérêt, mais je tiens à préciser par exemple pour la bétazidine, c'est un produit qu'on a essayé sur beaucoup de patients avec vraiment des satisfactions. Mais à un moment donné, il y avait une rupture. Au moment où les patients cherchaient ça, et comment basculer s'il y a une rupture de médicament, en ce moment-là, c'est un peu dangereux, puisque je pense que c'est la seule qui est disponible sur le marché. On a eu ce cas-là. À un moment donné, finalement, le patient, nous ne pouvons plus avoir ça. On a dû basculer sur autre chose. Voilà. Voilà, je pense que c'est... Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour l'accompagnement. Peut-être qu'à l'avenir, on va supposer que les prix vont se rabaisser. Ça va vraiment permettre d'être efficace sur le traitement. Merci, je n'ai pas de questions particulières. Merci. C'est insister beaucoup plus sur lorsqu'il y a une résistance au ceftriaxone. Lorsqu'on essaie de voir, bon, c'est une curiosité, je suis un peu curieux de voir que les sources de cette efficacité, ce sont des études qui ont été menées en 1985 et 2006. Et je me demande, est-ce qu'il n'y a pas des études récentes qui essayent de mettre un peu en doute ou bien prouver l'efficacité de ces céphalosporines de 3e ou 4e génération qui nous permettra vraiment d'insister sur son efficacité ou bien de les classer à 3e ou 4e génération. Parce que si on essaie de voir ces références, c'est concomitamment par rapport également à la mise sous marché du ceftriaxone. Donc c'est un peu l'inquiétude au fait. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment des études récentes qui montrent vraiment l'efficacité de ces céphalosporines de 3e ou 4e génération qui émènent une étude récente? Merci. Par rapport également à l'élimination, la forme d'élimination, dans la présentation, vous avez souligné que ça s'élimine sous forme inchangée. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une adaptation par rapport à certaines figures particulières, telles que en cas d'altération de la fonction rénale ou en cas d'altération de la fonction hépatique? Est-ce qu'il n'y a pas une adaptation des doses dans ces cas de figure? Merci. Comme on a vu tout à l'heure, effectivement, d'après la documentation, c'est un produit, la bétazidine, qui est
éliminés sous forme active, donc sous forme échangée sur 24 heures. La documentation ajoute qu'on a 90% de biodisponibilité, c'est-à-dire qu'après administration du produit et à l'issue de l'effet du premier passage hépatique, 90% de la dose initiale récupérée sont assimilées par l'organisme. Tout ceci justifie certainement les excellentes performances thérapeutiques que nous avons vues, des performances thérapeutiques documentées. Voilà. Donc l'autre question c'était quoi déjà? Hein? Oui, les dates. C'est les dates dont je dispose. Hein. C'est les dates dont je dispose, à savoir 2006, la plus récente remonte à 2006, Journal américain de chimiothérapie 2006, 1985 et puis 1990. Ce qui est sûr, c'est que bon, dans l'ordre d'arrivée, la ceftazidime est une molécule qui est venue après la ceftriaxone. Donc pour la recherche fondamentale qui est permanente, bon, c'est que si on crée une molécule après une autre, c'est que elle vient corriger les insuffisances en termes d'efficacité du produit. On améliore l'efficacité, on améliore le profil de tolérance par rapport aux molécules précédentes. Et c'est pour cela qu'ils disent essentiellement que c'est sur le pseudomonase, la sacri ne marche pas. Par contre, la ceftazidime marche. C'est l'intérêt de l'avancée de la recherche. Voilà. Monsieur Hervé, de sa présentation sur les deux molécules, la bétazidine et la clavicin. Donc, en tout cas, félicitations parce que vous avez deux molécules qui sont au top de l'échelle de l'antibiothérapie. Quand on procède au choix déjà de l'amoxicilline simple jusqu'aux grandes molécules qui ont un spectre large. Surtout, nous, en ORL, quand il s'agit de l'antibiothérapie probabiliste, le premier choix, d'après les recommandations des différentes sociétés, les propositions, c'est d'abord l'amoxicilline acide clavulanique qui vient les marcovir. Et en cas d'allergie, le deuxième peut remplacer le premier. Donc c'est déjà bien que vous ayez ces deux molécules de large spectre. Moi, je reviens surtout sur votre présentation sur la bétazidine. Bétazidine, c'est une céphalosporine qui est née après la ceftriaxone, qui a un spectre qui est beaucoup plus efficace, si vous voulez présenter ça, que la ceftriaxone. Je pense qu'il faut complètement la démarquer, dire que c'est une céphalosporine de 4e génération, que de revenir sur les 3e générations. D'emblée, 4e génération. Donc on laisse les autres avec 3e génération. Voilà. Là, les gens pourront comprendre rapidement. Déjà, c'est une molécule qui est récente et qui est plus efficace que le céphalosporine de 3e génération. Bon, avant de conclure, je ne sais pas si notre maître a un mot pour le laboratoire. Avec les prix, et nous a assuré qu'ils sont disponibles. Oui, disponibles. Disponibles à l'hôpital ou bien au sein de l'hôpital. Donc, à vous les prescripteurs maintenant. Donc, je tiens à remercier tous les participants, et aussi tous ceux qui ont pu intervenir pour rehausser la qualité des échanges. Merci également au présentateur, le professeur Andy Abdelkader, qui est le président de la Société nigérienne de gériatrie et de gérontologie. Merci également à notre maître, le professeur Adeossi Eric. Merci à notre partenaire, à nos partenaires du laboratoire SPRED, représenté par M. Hervé et son équipe. Donc, Madame
mesdames et messieurs, chers étudiants, nous sommes au terme de cette journée, cette matinée scientifique. Nous vous remercions.